Et un homme politique, justement, voilà un ce soir sur notre plateau. Régis Juanico, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la Loire et depuis peu, vous avez une nouvelle casquette. Vous êtes porte-parole de Benoît Hamon. Il est candidat à la primaire citoyenne de la gauche en 2017. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette nouvelle nomination? C'est un vieux compagnonnage, parce qu'avec Benoît Hamon, on se connaît depuis maintenant 23 ans. C'est aussi de la fidélité en politique. Oui, je l'ai toujours suivi depuis le mouvement des jeunes socialistes jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous le savez, l'élection présidentielle, et c'est un petit peu le problème en France, c'est un processus qui rend fou. Tout le monde se croit l'homme providentiel. On a encore eu un exemple cette semaine avec le départ d'Emmanuel Macron du gouvernement. Vous en avez pensé quoi de ce départ? J'ai été extrêmement surpris des raisons pour lesquelles il est parti, puisque Emmanuel Macron, il doit tout au président de la République. Il était son conseiller, il a été au cabinet de l'Élysée, il a inspiré les principales décisions de politique économique, et on pourrait en reparler, qui, de notre point de vue, n'ont pas eu l'efficacité qu'il fallait sur le plan du chômage, en particulier sur la politique économique. Il a été ministre de l'économie pendant 2 ans, donc il a mis en œuvre la politique de François Hollande. Et aujourd'hui, il pense qu'il a un destin national en sortant du gouvernement. Et il fait un bras d'honneur, finalement, au président de la République, à qui il doit tout. Et c'est une formidable crise d'autorité au plus haut sommet de l'État. Beaucoup se détachent de François Hollande. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de Benoît Hamon, vous, pour 2017? Parce qu'aujourd'hui, la gauche ne peut pas être présente au second tour. Je dis bien présente au second tour. La question de gagner l'élection présidentielle, ce sera encore une autre affaire. Si on a d'un côté, par exemple, à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon qui dit aujourd'hui, je ne veux pas entendre parler des socialistes, y compris des socialistes critiques. Il y a quand même beaucoup de sympathisants et de militants qui sont aussi déçus, comme tous les Français, d'un certain nombre de résultats de ce quinquennat. Et que de l'autre côté, on a Manuel Valls qui dit « moi, je ne veux absolument pas de cette autre gauche-là », notamment celle qui a contesté la loi travail, et on aurait 2 gauches irréconciliables. Ça veut dire la multiplication des candidatures à gauche, et ça veut dire l'échec programmé. Donc, il faut, à travers le processus des primaires citoyennes à gauche, ce que fait la droite d'un côté, nous allons le faire fin janvier pour la gauche, il faut qu'on puisse faire émerger une candidature qui permette de rassembler, qui remette du collectif. Nous l'avons identifié sous l'identité de la gauche claire, la gauche sans équivoque, et qui permette de parler à tout le monde, les écologistes, les communistes, les socialistes, qu'ils soient déçus ou non. Toutes ces divisions au Parti socialiste, d'après vous, est-ce que c'est plutôt synonyme de démocratie, chacun fait ce qu'il veut, ou de désordre? C'est aujourd'hui le signe aussi que notre monarchie républicaine, la Ve République, ne peut plus fonctionner comme cela. On ne peut pas demander, et les Français nous le reprochent, tous les 5 ans leur avis à nos concitoyens, et puis ensuite on ne les associe plus aux décisions, on ne les consulte plus, on bafoue les droits du Parlement, puisqu'il y a eu plusieurs fois le 49.3, et moi je peux le dire en tant que parlementaire, je l'ai très très mal vécu, en particulier sur la loi travail. Il faut aujourd'hui que l'on puisse faire respirer la démocratie à travers une 6e République et redonner des pouvoirs au Parlement, redonner aussi la parole aux corps intermédiaires, en particulier les acteurs du mouvement social qui ont été souvent négligés. Comment expliquer, pour revenir à votre nouveau poste, comment expliquer aux Ligériens qui vous connaissent en tant que député du département votre nouveau rôle? Très concrètement, ça consiste en quoi être porte-parole de Benoît Hamon? Allez défendre la parole du candidat à la présidentielle à travers les primaires citoyennes qui est Benoît Hamon. Au niveau national, avec vos confrères effectivement de la presse et des médias nationaux, et puis se déplacer aussi en province, dans les régions, pour aller défendre sa candidature. On commence de cette semaine, puisqu'on commence, nous, notre campagne, avec un certain nombre de lettres à tous les Français qui expliquent les raisons aujourd'hui de pourquoi Benoît Hamon souhaite être candidat à la présidentielle. Et en particulier, l'idée qu'on ne se résigne pas, à gauche, à cette fatalité qui voudrait qu'on échoue sur le plan économique, sur le plan social, quand on est au pouvoir. Il y a des solutions qui n'ont pas été essayées, et on va mettre des idées en débat. Je pense en particulier au nouveau modèle de développement, plus tempéré que le capitalisme financier. Je pense à la question du revenu minimum de base, universel,
un certain nombre d'idées qui vont aujourd'hui, je pense, aussi contribuer à ce que la candidature de Benoît Hamon monte aujourd'hui dans les sondages. Vous allez donc travailler beaucoup désormais au niveau national. Vous qui êtes ligérien, c'est quoi la différence d'après vous entre un homme politique national et un homme politique de proximité? Est-ce que c'est très différent? J'ai toujours fait les deux. Vous avez le temps de faire les deux? Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez, je suis un des parlementaires vous êtes à l'Assemblée les plus assidus, de 2 jours par semaine à Paris. Voilà, vous avez le qui temps travaille de faire le de la plus, proximité. c'est reconnu en termes de travail parlementaire. Et puis, bien évidemment, très présent sur le terrain aussi depuis maintenant plus de 10 ans. Dans la Loire? Oui, j'ai toujours eu beaucoup de responsabilités au niveau national. Président national du mouvement des jeunes socialistes, trésorier du Parti socialiste aussi sous Martine Aubry. Donc je sais concilier ces deux rôles-là. En tout cas, je n'abandonne pas du tout le terrain ligérien. Au contraire, puisque nous allons avoir une année électorale très intense avec les élections présidentielles et puis tout de suite après les élections législatives. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait concilier. Comme vous le dites, je suis à Paris mardi, mercredi et le jeudi. Tout le reste de la semaine, dans ma circonscription, au contact de mes concitoyens. Et donc, 2 jours ou 3 jours à Paris, ça me suffit pour pouvoir porter la bonne parole. Et ce soir, vous êtes ici à Saint-Genélaire, chez nous. Au niveau national, comment est vu le département de la Loire dans les couloirs de l'Assemblée? Aujourd'hui, c'est un département. Jean-Marc Todeschini, demain, vient à Saint-Genélaire, justement, à mon invitation. Terre de ministre. Secrétaire d'État aux anciens combattants. C'est une terre, aujourd'hui, un territoire que tout le monde aujourd'hui apprécie comme étant en mutation, qui a changé, qui a de solides bases, notamment sur le plan industriel, sur le plan de l'innovation sociale. Souvent, les gens avaient des préjugés sur Saint-Étienne, sur son agglomération. Aujourd'hui, petit à petit, ces clichés-là sont en train de disparaître. Parce qu'on a mené un travail, justement, auprès des décideurs nationaux pour montrer à ceux qui ne venaient pas à Saint-Étienne que ce territoire, il est en train de bouger. Et donc, moi, je crois beaucoup à ce dynamisme-là, parce qu'on a notamment des chefs d'entreprise dans les PME, dans notre territoire, qui font preuve d'innovation, qui créent de l'emploi, et c'est eux qu'il faut aider en priorité sur le terrain. Vous avez, j'imagine, un rôle d'ambassadeur aussi du territoire ligérien. Comment vous-même vous essayez de faire briller encore plus le département de la Loire à Paris, au niveau national? Oui, bien évidemment. Alors, j'ai des responsabilités en ce moment, vous le savez, sur la question de la candidature aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le comité de candidature va venir à Saint-Étienne à la rencontre des acteurs locaux, puisque vous savez que Saint-Étienne est pressenti, si nous emportons la candidature l'an prochain, en septembre 2017, de Paris 2024, pour être un site d'accueil pour les matchs de football. Donc je fais ce lien-là, notamment avec le territoire. Et puis, bien évidemment, dans mes fonctions aussi de député, pour mettre en valeur un certain nombre de réussites sur le terrain. Et notamment, dans une quinzaine de jours, je vais remettre un rapport qui nous a été commandé par le Premier ministre sur le sport et l'école, où je vais montrer un certain nombre de bonnes pratiques que nous sommes allés prendre sur le terrain du département de la Loire et à Saint-Étienne en particulier. Je profite de votre présence, Régis Juanico, pour annoncer justement la venue d'une vice-championne olympique à Saint-Étienne. Ce sera lundi et je crois que vous avez eu la chance de la rencontrer à Rio. J'étais au stade du Déodoro le jour où elle a fait la médaille d'argent, Élodie Clouvel, voilà. avec ses parents, Pascal et Annick. On a pu fêter ensemble cette médaille ensemble au Club France. Il y a aussi Blandine Dansette. Ah oui, il ne faut pas l'oublier, Blandine Dansette. La handballeuse qui fait partie intégrante de l'équipe de handball qui a aussi médaillé d'argent. Donc c'est exceptionnel, c'est du jamais vu dans la Loire. 2 femmes médaillées d'argent aux Jeux Olympiques. Et c'est un résultat magnifique. Donc il faut vraiment les congratuler et les remercier. Et il y aura encore de belles années encore parce qu'à Tokyo, Élodie Clouvel peut être médaille d'or. Ça, c'est certain. Et oui, Élodie Clouvel, donc la vice-championne olympique de pentathlon moderne, devrait arriver là dans la soirée. Elle sera reçue à la mairie de Saint-Étienne lundi à 19h pour une séance de dédicace. Merci beaucoup, Régis Juanico, d'être venu sur notre plateau. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup.